Nous, on est là pour transformer le business model des marques, pour faire en sorte que la seconde main prenne de plus en plus de place, mais il faut accepter que ça se fasse progressivement. Je voyais mes amis qui commençaient à mieux gagner leur vie, et donc là, en fait, l'échec pour moi était absolument inenvisageable. Et donc, non, je me suis dit, on va trouver autre chose. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec notre star host qu'on ne présente plus, Aurélie. Salut Auré. Salut. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre hors-série Welcome in the House. On vous le rappelle, ces épisodes un peu particuliers mettent en valeur ceux pour qui nous nous levons chaque matin, nos entrepreneurs et plus particulièrement ceux qui viennent de nous rejoindre. Et oui, on se lève pour toi chaque matin, Aymeric. Magnifique. Salut Aymeric. Hello à tous. Salut Chabir, salut Aurélie. Salut Aymeric. Alors Aymeric est le cofondateur de Foam, solution clé en main qui aide les marques de prêt-à-porter à proposer une offre de seconde main sans se soucier de rien. On en parlera un peu plus en détail avec les mots d'Aymeric, ce sera encore mieux. Si vous avez d'ailleurs déjà commandé un vêtement de seconde main sur le site de Sandro, Hugo Boss, Ami, The Couples, Isabelle Marant, Jérôme Dreyfus, Aigle, la liste est longue, je vais m'arrêter là. Vous l'avez fait grâce à Foam. On suit Foam depuis plusieurs mois, même presque années maintenant. Et du coup, on est ravis de pouvoir dire que vous faites maintenant partie de la Da Family. Donc, bienvenue. Merci. Et ce podcast est aussi l'occasion pour nous, pour Foam aussi, d'annoncer la série A que nous avons la chance de leader aux côtés de business angels emblématiques et stratégiques, ainsi que de la BPI. Alors, Aymeric, avant de parler plus longuement de Foam, de tes clients, du business, est-ce que tu pourrais nous dire un mot, ou plusieurs même d'ailleurs, surtout plusieurs, sur toi, qui es-tu et pourquoi Foam ? Oui, bien sûr. Merci déjà de m'inviter aujourd'hui. Je suis ravi de rejoindre la Daphne Family. Fonds également qu'on suit depuis un moment maintenant et qu'on voit absolument partout, puisque j'ai beaucoup gravité dans l'environnement de la Silicon Sentier depuis quelques années maintenant et que je vous voyais en devanture et je me dis peut-être un jour on verra. Donc je suis très heureux. Donc moi, oui, je suis Aymeric, cofondateur et CEO de Foam, une entreprise qu'on a montée il y a un peu plus de 2 ans avec 3 associés. Avant de créer Foam, j'ai eu un parcours d'entrepreneur dans différentes activités de la technologie. Je me suis essayé à lancer une application de dating au tout début du dating. À l'époque, c'était sympa, on avait fait un petit buzz avec mon associé de l'époque. Avant Tinder ? Au moment où Tinder est sorti, mais du coup, en fait, on a dû pivoter au moment où Tinder est sorti. Au moment où c'est sorti On s'est dit, ils ont l'air bons. Nous, je sortais d'études, j'avais 23 ans, et à ce moment-là, je me demandais comment on allait faire face à ça. Et non, c'était marrant. On avait du coup créé une application qui permettait aux gens de matcher en fonction des événements auxquels ils se rendaient. Okay. Donc, de trouver des points communs entre les gens. Et donc, on faisait pas mal de partenariats avec des écoles de commerce, des BDE, des boîtes de nuit, ce genre de choses. Ça a marché ? Vous avez créé quelques couples ? Ouais, je sais pas, j'ai pas eu assez de feedback pour être tout à fait honnête, mais en tout cas, on s'est bien amusé avec mon associé. Peut-être un peu trop à l'époque, je pense qu'on manquait, pour être tout à fait honnête, un peu de maturité pour être capable de porter un projet et d'aller, dès cette époque, frapper à la porte de Daphne en 2000, je pense qu'on était en 2012. Je sais pas si... Oui, et non, on n'existait pas. Non, ça existait 2015. Non. Société de gestion créée en 2015. Premier investissement en 2016. On n'était même pas là, tu vois, pas de regret. Tant mieux. Ni pour nous de pas d'avoir raté. Comment ça s'appelait d'ailleurs ? Ça s'appelait Eye Contact. Ah, voilà. Génial. Et non, et en tout cas, je pense que même si on n'a pas eu la chance de porter ce projet dans une dimension vraiment incroyable, en fait, on a appris tout simplement à se rendre compte de tout le chemin qui nous restait à parcourir avant de créer une vraie entreprise et de ne pas rester au stade de projet. Donc ça nous a quand même bien ouvert les yeux. Et du coup, ensuite, j'ai fait le grand écart puisque je suis allé travailler chez Doctolib, où là, j'étais sur un joli point d'observation pour comprendre les rouages d'une scale-up et d'une entreprise qui a réussi de manière absolument exceptionnelle.
C'est là où aussi j'ai vraiment commencé à prendre plaisir à travailler. J'avais des super managers et j'ai énormément appris. Et puis au bout de 2 ans chez Doctolib, j'ai à nouveau pris la décision de me lancer dans l'entrepreneuriat en rejoignant 2 amis, Charles-Élie Vallée et Lucas Patrico. Lucas qui est aujourd'hui à nouveau un de mes associés, pour me lancer dans le domaine du sport en entreprise, où là c'était quand même un petit peu plus sérieux. Mais néanmoins assez difficile, et ça a été une source d'apprentissage absolument énorme, puisque voilà, avec tout le recul qu'on a aujourd'hui, on se rend compte qu'on avait fait beaucoup d'erreurs à l'époque, que ce soit de lever de l'argent trop tôt, de recruter trop vite, trop tôt, de se voir un peu trop beau aussi par rapport à la solution qu'on amenait à l'époque aux entreprises. En fait, on permettait aux salariés de réserver sur leur lieu de travail des services de sport, de bien-être, de coaching. Et on se voyait comme un must-have pour les entreprises, alors qu'en fait, je pense qu'on était plutôt un nice-to-have. Et du coup, ce qui faisait qu'on priçait aussi sans doute un peu trop cher notre solution et qu'on vendait des bénéfices légèrement déraisonnables. Mais en tout cas, ça a été une belle source d'apprentissage. Ce qui fait que quand j'ai quitté cette entreprise, j'ai évidemment pas hésité avant de me relancer dans un projet. Je savais pas exactement dans lequel. Par contre, je me rendais bien compte de tout ce que j'avais appris depuis ces années. Et il était absolument hors de question pour moi de retourner dans l'univers du salariat traditionnel, hein, même si je suis convaincu qu'on peut s'y épanouir. Mais moi, c'était clairement pas la route que j'avais choisie depuis le début. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé FOM. L'idée, en fait, elle est venue. En fait, un jour, je suis tombé sur un reportage qui critiquait un peu Amazon pour certaines de leurs pratiques, notamment de destruction de marchandises pour le compte de leurs marchands. Et à cette époque, ça m'avait interpellé. Et je m'étais dit, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Est-ce qu'il y a des plateformes éco-responsables qui existent aujourd'hui ? Et puis, j'ai commencé à investiguer, donc à beaucoup me documenter sur le sujet. Au fil de mes digressions, je suis arrivé dans l'univers de la mode et je me suis rendu compte qu'on était sur une industrie qui se remettait beaucoup en question, et qui avait besoin de se transformer par rapport aux différents modèles de production et au business model des marques. Et donc, j'ai décidé à l'époque, donc j'étais seul pendant 1 an, de créer un site e-commerce multimarque qui référençait des marques uniquement éco-responsables. Là, tu es tout seul. Hein. Là, je suis tout seul. Okay. En fait, j'avais aucune expérience dans le e-commerce, j'avais aucune expérience dans la mode. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être une opportunité, mais en tout cas, j'avais envie de faire tout de suite et d'apprendre. Et donc, pour le coup, j'ai beaucoup appris. Je me suis surtout rendu compte que ça voulait absolument, pas dire grand-chose, en tout cas une marque éco-responsable, puisqu'il y a énormément de dimensions différentes dans l'éco-responsabilité. Par contre, j'ai quand même mieux pu comprendre toute la chaîne d'approvisionnement d'un produit, de l'extraction des matières jusqu'à le filage, le tissage, la coloration, la confection, la mise sur le marché, la fin de vie, les filières de recyclage. J'ai même été jusqu'à étudier le sujet des microplastiques dans l'eau, comment ils se retrouvent dans l'eau. Enfin bref, je suis allé assez loin. J'ai aussi beaucoup creusé ce qu'il y avait derrière les labels de la mode. Bullshit ou pas bullshit? Ça dépend, il y a différents types de labels. J'imagine. Et donc, il y a du bullshit et puis il y a quand même des gens qui font les choses de manière assez sérieuse. Le coton bio, 100% coton bio. C'est jamais si c'est vraiment vrai, cette petite étiquette là. Hein. Alors le label GOTS est assez fiable. Après, il y en a d'autres qui sont un peu moins rigoureux, je pense, ou qui ont un peu moins qui sont un peu moins précis sur la traçabilité des produits. Okay. Mais en tout cas, voilà, 1 an à essayer de comprendre un peu mieux l'environnement e-commerce et l'environnement la filière mode. Assez peu de ventes réalisées finalement, mais moi mon sujet c'était surtout monter des dossiers solides pour obtenir à la fois des subventions, des prêts d'honneur et pouvoir durer dans le temps de trouver la bonne proposition de valeur. Parce que là, tout ce temps-là, t'es tout seul ou t'as... Tout ce temps-là, je suis tout seul en fait. T'as même pas d'employé Non, j'étais tout seul au Wojo de la gare Saint-Lazare. Non, mais c'était pas mal. J'ai eu l'occasion, en fait, pour la première fois de ma vie en tant qu'entrepreneur, de faire les choses vraiment à ma manière et comme j'avais envie de les faire, et de mettre le rythme que je voulais et de faire les choses dans l'ordre que je voulais faire, en suivant un peu plus mes intuitions, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai fait le parcours classique, un peu de Love Money, qui m'a permis d'avoir le temps de monter un dossier pour aller voir la BPI, obtenir une première bourse French Tech. Et puis ensuite, Réseau Entreprendre, le réseau Initiative.
qui sont quand même des super organismes parce que c'est ce qui permet de tenir un peu plus longtemps le temps de trouver son product market fit. Et au bout d'un an, donc, j'ai convaincu mon premier associé Nicolas de me rejoindre, toujours sur la proposition Nicolas Vian, du coup, toujours sur la proposition de marketplace éco-responsable. Mais assez vite, quand il est arrivé, on a décidé de pivoter en fait, puisqu'on avait un peu l'intuition qu'on était sur un modèle pas non plus hyper innovant, pas très différenciant par rapport à ce qui existait, avec de plus en plus de marques qui, de toute façon, même parmi les plus grandes marques, s'engageaient sur un discours éco-responsable. Et donc, que nos offres ne seraient pas forcément très lisibles pour les consommateurs. Et puis, on a surtout fait un rendez-vous qui a marqué un tournant chez FOM. Je ne sais plus comment on est arrivé à ce rendez-vous, mais on avait rencontré le directeur des opérations de Lengo à l'époque, qui s'appelle Nenad Sitkovic. Oui, il est de la communauté d'ailleurs. Okay. On le salue. Et je ne sais pas s'il se souvient de notre rendez-vous, mais j'étais avec Nicolas et il nous a démonté notre business, mais vraiment c'était une énorme claque. Et du coup on est sortis et je crois qu'on commençait déjà un peu à réfléchir à faire autre chose, mais là, je pense que ça a été la prise de décision. Elle s'est faite en sortant du rendez-vous. Et puis, on a continué de réfléchir. Le Covid est arrivé. Moi, je suis parti m'installer dans le Perche, là où mon père habite aujourd'hui. Je me suis retrouvé en famille. Et là, on a pu prendre un peu de recul, un peu de hauteur et faire énormément de veille sur ce qui existe dans le domaine des fashion tech, avec évidemment toujours l'ambition d'apporter une dimension de durabilité forte à notre projet. Et donc on a testé différentes approches de business sur la location et sur la seconde main. On s'est inspiré en fait de modèles qu'on avait observés aux États-Unis, puisque les Américains sont des bonnes sources d'inspiration pour trouver des bons filons business. Et là, on était en quelle année? Attends, donc là, on est en 2020. Ouais, mars 2020, premier confinement. Et en fait, entre-temps, on s'était énormément documenté aussi sur toute la bibliographie qui pouvait se rattacher au concept du prototyping, du product market fit, de comment tester un maximum de choses en dépensant le moins d'argent et maximiser le feedback utilisateur. Et donc, on a testé 3 approches de business. Une approche sur la location, une application de location de particulier à particulier. Un business model en B2B, comment aider les marques à mettre en place leur infrastructure de location. Et puis sur la seconde main, ce qu'on fait aujourd'hui, accompagner les marques dans la mise en place de leur offre de seconde main. Et donc on a beaucoup comparé la location, la seconde main. Nous, à titre personnel, on se projetait beaucoup plus sur acheter de la seconde main. On a également pitché ces différents business models aux marques. Et on a senti que sur la seconde main, il y avait une accroche très forte dès le début. Et ce qui était génial, en fait, c'est qu'on a été dans une démarche de transparence avec nos premiers prospects. Nous, les premières discussions, on les a eues avec les Galeries Lafayette, on les a eues avec Aigle et avec Balzac Paris, et avec Flair aussi, une jeune DNVB qui a été la première marque quand même à nous faire confiance, donc il faut le dire. Et à l'époque, on avait juste fait un Wix très simple sur lequel on avait rédigé une proposition de valeur et qu'on allait pitcher aux marques. Et donc, on a itéré avec Flair, avec Aigle, avec Balzac. Ils nous ont posé énormément de questions. Du coup, on bottait beaucoup en touche et on disait attendez, on revient prochainement avec les réponses. Et c'est comme ça qu'on a construit la plateforme. La plateforme, en fait, enfin la plateforme qu'on l'a pensée en tout cas. Et puis ensuite, assez vite, du coup, on a rencontré Jocelyn Kerbourg, qui est notre CTO. Que vous ne connaissiez pas par ailleurs. Alors en fait, un petit peu si, puisque à l'époque, Yugo, Lucas était toujours chez Yugo. Ouais. Et avec Jocelyn, on s'était croisés. Jocelyn, à l'époque, était arrivé en tant que CTO chez Yugo au moment où moi je suis parti à peu près. Donc c'est Lucas qui m'a présenté Jocelyn. Et donc finalement, c'est un peu comme ça que l'association A4 s'est faite. On s'est tous imprégnés beaucoup du sujet. Jocelyn nous a fait confiance et du coup a accepté de faire le MVP, la V1 de la plateforme. Et puis Lucas nous a également aidé à construire notre proposition de valeur, la proposition commerciale, le modèle, le business model. Et donc on a beaucoup itéré également tous les 4. Et puis ensuite les choses sont allées assez vite puisqu'après Aigle, Balzac, pas mal de clients ont suivi. Et attends, avant de passer sur FOM en tant que tel,
Qu'est-ce que tu te dis au moment où Nenad, qui d'ailleurs est peut-être à l'origine d'une future licorne. Ouais. Je sais peut-être pas. Mais... On le remerciera. Enfin, de toute façon, il est investisseur, je crois. Donc, il va en profiter. Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, vas-y, on laisse tout tomber, il nous a mis une telle claque qu'on va aller retrouver un autre job et l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas pour nous, ou vous n'êtes même pas posé la question? Alors moi, je me suis vraiment pas dit ça. C'est-à-dire que là où ma première expérience entrepreneuriale, je me dis, bon, je me lance, on verra. Au pire, ça marche pas, ce sera pas très grave. Je suis pas en risque sur de nombreux sujets aujourd'hui. J'ai pas d'emprunt, j'ai pas de famille. Ouais. Là, je m'approchais j'allais avoir 30 ans. Je voyais mes amis qui commençaient à mieux gagner leur vie. Et donc là, en fait, l'échec pour moi était absolument inenvisageable. Et donc, non, je me suis dit, on va trouver autre chose. Et puis là, on a découvert TechCrunch.us et pas le TechCrunch français, c'est important parce que c'est sur TechCrunch.us qu'il y a le plus d'avance. Et non, honnêtement, l'échec était vraiment inenvisageable. Et ça, c'était une grosse différence de ce que j'ai ressenti entre ma troisième aventure entrepreneuriale et la première, en fait. Magnifique. Bravo, Nenad. Ouais, merci, Nenad. Et oui, donc du coup, on allait arriver à Faux Matin. Donc, on était il y avait la plateforme de location, mais là, vous êtes parti, quand vous allez voir Aigle et tout, c'est sur la plateforme. Ouais, de seconde main. Ok. Et vous abandonnez l'idée de la location tout de suite? Ouais. Ah, ok. En fait, on a ressenti assez peu d'appétence de la part des marques. On avait un taux de réponse positif beaucoup plus élevé sur la seconde main que la location. Okay. Et puis j'espère qu'aujourd'hui on a en partie raison, même si je pense que la location trouvera sa place dans l'industrie de la mode. Ça représentera jamais une place aussi importante que la seconde main. Peut-être qu'un jour d'ailleurs on fera de la location aussi, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas la priorité. Et on sentait vraiment que le timing de marché sur la seconde main était absolument parfait, avec évidemment Vestiaire Collective et Vinted qui étaient dans les têtes de tout le monde depuis un moment, et les marques qui commençaient vraiment à avoir envie de se positionner sur ce marché-là. Ouais, mais du coup, toi, ce que tu voulais apporter quand tu voyais Vinted ou Vestiaire Collective, tu voulais justement que les marques aujourd'hui aient la main en fait sur... Qu'elles aient la main, et puis surtout qu'elles puissent y aller. C'est-à-dire que si c'est pour proposer une solution à la Vinted, à la Vestiaire Collective sur le site des marques, c'est pas assez différenciant pour une marque. Une marque, elle a mis des années, parfois pour une marque comme Louis Vuitton, et un jour j'espère qu'on aura l'opportunité de réfléchir de manière plus concrète à des projets ensemble, mais en tout cas ça fait plus d'un siècle que la marque existe. Donc si on veut lui proposer une solution, il faut qu'elle respecte parfaitement son image. Et aujourd'hui, des plateformes comme Vinted, Vestiaire Collective, alors c'est des super plateformes qui sont à la pointe de la technologie et qui proposent une expérience client par rapport à leur proposition de valeur qui est géniale. Mais nous, si on voulait travailler avec des marques, il fallait proposer quelque chose de différent, avec une expérience de revente qui soit sans friction, donc faciliter au maximum la tâche du client final. Sur Vinted ou Vestiaire Collective, la plupart du temps, il faut photographier son produit, il faut rédiger une annonce, négocier les prix avec l'acheteur potentiel. Donc ça peut être vraiment chronophage, et pour certaines personnes, c'est même un deuxième job à plein temps. Donc il fallait supprimer toute cette dimension. Et donc nous, pour nos clients, on leur met à disposition une solution qui permet aux clients soit directement de venir en boutique, de déposer son produit. Et donc là, c'est hyper simple, j'ai même pas de colis à envoyer. Et le vendeur est capable de me donner un bon d'achat immédiatement. Et ensuite, je me retrouve dans la boutique, dans une expérience contrôlée par la marque, et un accompagnement client qui est génial, puisque le vendeur est là pour accompagner le client et va lui présenter la nouvelle collection. Voilà. Et puis, sur la revente en ligne, proposer une solution où il n'y a pas de photos à prendre, pas d'annonce à rédiger. Ça se fait en quelques clics. Je renvoie gratuitement mon colis. Et en fait, à partir du moment où mon produit est réceptionné dans nos entrepôts, puisque nous, on fait du reconditionnement dans les entrepôts de nos partenaires, j'ai un bon d'achat qui est immédiat sans attendre que le produit soit vendu. Donc, sur l'expérience de revente, on élimine un maximum de points de friction. Et sur l'expérience d'achat, on est capable de proposer une expérience qui est presque équivalente à celle du neuf. Donc, nous, 100% des produits qui sont retournés par des particuliers sont centralisés dans des entrepôts de nos partenaires. Donc aujourd'hui, notre modèle, on l'a construit avec un partenaire
en France qui s'appelle Berry Service, qui est situé à côté de Châteauroux. Et on le remercie beaucoup de nous avoir fait confiance depuis le début. Et quand on repense, je me souviens d'ailleurs quand on est allé le voir la première fois et qu'on lui a présenté notre business plan, je pense qu'il a dû se dire c'est qui ces petits comptes parisiens là, qui viennent avec leur business plan à 1 million au bout de moins d'un an. Et donc eux, leur activité, c'était quoi principal? C'était tout ce qui était nettoyage, ils remettent, Ouais. ils reconditionnent? En fait, donc Berry Service, c'est une PME qui existe depuis plus de 20 ans et qui fait de la remise en conformité textile. Donc ils travaillaient déjà avec des marques comme Aigle par exemple, où ils reprenaient régulièrement des produits qui avaient été essayés par exemple en boutique et qui pouvaient être Sale. soit sales, soit abîmés à cause des essayages par exemple, et donc qui étaient retournés chez ce partenaire pour être remis en conformité et qui puissent retourner sur le circuit du neuf. Ou alors parfois lors de livraison, les produits ont pu s'abîmer pendant le transport. Et présenter de la moisissure par exemple sur des produits, et donc c'est comment je traite tout ça. Et donc l'infrastructure était déjà là, maintenant il fallait twister on va dire le modèle opérationnel pour l'adapter au flux de la seconde main, et donc c'est ce qu'on a fait ensemble. Et donc effectivement nous, les produits que l'on reçoit dans nos entrepôts sont contrôlés. Donc il y a, en fonction de ce que souhaitent nos clients, 10, 20, 30 points de contrôle par produit pour s'assurer de la qualité des produits. Et ensuite, chaque produit est nettoyé, repassé, séché évidemment, photographié, stocké, et puis remis en vente automatiquement sur le site de la marque. Et donc c'est dans ton entrepôt, ça part direct après au client qui la rachète. Exactement. Okay. Et on gère également la reverse logistique. Donc le but, c'est que des clients puissent faire des retours si la commande ne leur convient pas. Et donc on gère également la logistique des retours et des remboursements. Okay. Et ce qui fait qu'en fait, quand vous baladez sur les sites de nos clients, je pense au site de Sandro notamment, où en fait on a également été capable de récupérer une partie importante de leur catalogue produit avec les photos d'origine. On est capable de créer une expérience qui est vraiment identique à celle du neuf, où tous les produits sont présentés de manière homogène, où j'ai la photo du produit qui est portée sur mannequin, avec une fiche produit qui est complète, et la possibilité de faire des retours. Et ce qui fait que quand vous recevez votre colis, alors au-delà de l'aspect du packaging qui est souvent plus sobre que ce que peut proposer la marque sur le neuf, vous avez un produit qui, quand vous l'ouvrez, il sent bon. Vous êtes sûr que la doublure intérieure n'est pas déchirée parce que vous ne l'avez pas vue sur la photo. Et en plus, si la taille ne vous convient pas, vous pouvez le retourner. Et donc l'idée derrière, c'est vraiment d'universaliser l'usage de la seconde main grâce à l'expérience client, en fait, en détournant les gens qui habituellement auraient plutôt acheté de la fast fashion, par exemple, en les amenant à des marques de plus haute qualité sur la seconde main, parce qu'ils seront certains d'avoir des produits en parfait état lors de leur achat. Et à quel moment tu donnes la valeur du colis, du vêtement? C'est au moment où on arrive chez Sandro et qu'on dépose à quel moment on sait combien ça vaut? Parce qu'imagine, ça arrive dans l'entrepôt et c'est déchiré. Toi-même, tu n'as pas vu des choses? En fait, effectivement, en quelques clics, en ligne ou en boutique, le client particulier peut estimer la valeur de son produit, ou alors c'est le vendeur qui le fait pour le client en boutique. Et donc nous, en fait, on met à disposition de nos clients une plateforme qui leur permet de piloter le plus finement possible leur stratégie sur la seconde main en fonction de leurs enjeux, de l'offre qu'ils vont souhaiter créer et de leurs objectifs commerciaux. Et donc, il faut avoir une plateforme qui propose le plus de configurations possibles pour répondre à ce sujet-là. Et le pricing est un sujet absolument fondamental parce qu'à partir du pricing, on va pouvoir contrôler le type d'offre que l'on va créer. Nous, certains de nos clients, je pense par exemple à une marque comme The Couples, chez qui le Perfecto en cuir est un produit iconique. L'enjeu pour The Couples, c'est de développer le réflexe chez son client que quand il veut trouver de la seconde main The Couples, il aille d'abord sur le site de seconde main The Couples avant d'aller sur Vinted ou Vestiaire Collective. Et donc, il faut qu'on retrouve les produits les plus iconiques de la marque sur le site de seconde main de la marque. Et donc, le Perfecto en cuir, comme on sait que c'est un produit iconique qui va bien se revendre, on va être capable, on va proposer un prix en bon d'achat élevé, parce que derrière, on sait qu'on va le revendre vite et cher. Là où sur des produits à plus faible valeur ajoutée, un t-shirt blanc d'il y a 10 saisons, sur lequel la marge va être moins importante et qui est évidemment pas spécialement iconique, par exemple, chez The Couples, est potentiellement un peu passé.
on va le reprendre très peu cher. Du coup, mécaniquement, les gens vont moins les renvoyer. Et donc, de cette manière-là, on va pouvoir contrôler la désirabilité de l'offre. On va pouvoir jouer sur les taux d'écoulement des produits. Parce que si on se rend compte qu'à un moment, sur des pantalons, on a une profondeur de stock trop importante, et ben, automatiquement, on va diminuer le prix de rachat pour laisser le temps d'écouler le stock que l'on a. Et puis, on va pouvoir évidemment piloter la marge parce qu'on va flécher les produits que l'on reprend en fonction de la valeur des produits pour derrière en faire un business rentable, ce qui est quand même l'essentiel si demain on veut faire un business qui dure et qui ne soit pas juste un coût de communication chez nos clients. Et c'était compliqué de convaincre les marques parce que c'est quand même... est-ce qu'il y avait sûrement une demande de leur part de faire quelque chose sur la seconde main, mais ça a été un peu naturel pour elles de dire ok, allez, on teste. Et toujours, si je continue la question d'Auré aussi, là-dessus, c'est vrai que toujours, nous, quand on a fait nos due deals aussi, on essaie de se demander est-ce que les marques veulent aller au-delà du message et du greenwashing? Est-ce qu'elles ont envie de le faire sur le long terme? Tu l'as senti chez les marques? Au début, c'est sûr que ce qui convainc, pour les premiers clients, comme aucune autre marque l'ont fait, au début, elles ont envie d'être les premières sur le sujet. Donc oui, au début, il y a un enjeu de communication qui est fort. Ce qui est intéressant sur la seconde main, c'est que c'est très concret comme engagement et donc très tangible pour le client final. Mais ensuite, très rapidement, on a des questions sur la rentabilité du modèle et les différents bénéfices qui en découlent. Et donc, pour le coup, sur la seconde main, on a des bénéfices immédiats en termes d'acquisition client, de fidélisation, de réengagement. Et ce qui est bien, c'est que ces bénéfices, ils se mesurent de manière très concrète en faisant des analyses CRM ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, on observe évidemment que les acheteurs de seconde main sont souvent des nouveaux acheteurs ou alors des prospects que la marque n'arrivait pas à convertir. Les vendeurs, pour 30% du temps, en fait, sont des clients qui n'étaient pas dans le CRM de la marque et qui avaient peut-être acheté dans le réseau wholesale, par exemple, de la marque et qui reviennent dans l'univers de la marque grâce à la revente. Ou alors, c'était souvent des clients abandonnistes qui n'avaient pas eu d'interaction avec la marque depuis 2-3 ans et qui reviennent grâce à la revente. Et donc, il y a des bénéfices qui sont immédiatement mesurables et qui, pour le coup, sont immédiats. Et puis ensuite, en termes de revenus, alors évidemment, en termes de revenus, c'est un business model qui va se mettre en place dans la durée. Donc, nous, on ne va pas raconter à nos clients que la seconde main, du jour au lendemain, ça va générer une ligne très significative sur leur compte de résultats. Par contre, c'est un business model qui peut être à l'équilibre en moyenne en 6 à 9 mois pour nos clients, qui, chez certains de nos clients, représente déjà 1 à 2% de leur chiffre d'affaires sur un canal de distribution donné. Par exemple, si on lance la seconde main sur le e-commerce en France, en moins d'un an, on est capable de faire 1 à 2% du CA e-commerce de la marque en France. Et quand on voit aujourd'hui que Patagonia déclare faire déjà plus de 10% de son chiffre d'affaires sur la seconde main, que dans des industries similaires, par exemple, des industries assez différentes, mais on peut quand même faire certaines analogies. Porsche réalise 30% de son chiffre d'affaires sur la seconde main et que d'après tous les plus grands cabinets de conseil comme BCG, McKinsey, qui expliquent que d'ici 10, 15, 20 ans, on ne sait pas forcément encore trop, mais la seconde main représentera sans doute 20% des revenus des marques. Forcément, toutes ces indications mises ensemble, ça devient après presque une évidence de se lancer sur ce marché-là. Ensuite, il faut convaincre qu'on ne va pas lancer une usine à gaz parce qu'au niveau opérationnel, évidemment, ça implique de la précision. Mais par contre, si on convainc la marque qu'opérationnellement, elle n'aura rien à gérer et que finalement, derrière, elle aura simplement à définir sa stratégie en collaboration avec nos équipes et communiquer sur le service, derrière, c'est plus facile de la convaincre. Surtout parce je ne sais plus si tu l'avais dit tout à l'heure, mais en soi, tu fais tout de la collecte, même jusqu'à l'opération du site de la marque. Donc, elles n'ont vraiment rien à faire. C'est un appel aux marques, si jamais elles nous écoutent. Est-ce que les marques, en plus, jouent le jeu dans la com aussi, tu vois, parce que est-ce qu'elles communiquent sur leur seconde main? Enfin, aujourd'hui, tu vois, les influenceurs, ils sont tous... ils communiquent sur les nouvelles causes, sur les trucs.
Donc, on a un peu l'impression que, oui, elles font pour contrôler un peu leur marque et être sûr que, tout ce que tu as dit tout à l'heure, mais derrière, il n'y a pas trop de communication sur la seconde main, sur la plateforme qui a été créée, sur... voilà, ça a le mérite d'être là et c'est un peu la caution morale de, en fait, on... Non, je pose la question, tu vois, c'est vrai que c'est à se poser... Non, mais c'est sûr qu'on ne peut pas demander du jour au lendemain à une marque de communiquer essentiellement sur la seconde main, alors qu'aujourd'hui, tout son business model repose sur la nouvelle collection. Ouais. Et donc, ce serait complètement déraisonnable, je pense, de la part d'un CEO de faire ça. Il mettrait en péril son entreprise. Donc, nous, on est là pour transformer le business model des marques, pour faire en sorte que la seconde main prenne de plus en plus de place. Mais il faut accepter que ça se fasse progressivement. Et surtout, l'enjeu, en fait, nous, on est là pour permettre à nos clients, pour amener à nos clients la bonne méthode pour mesurer les bénéfices de la seconde main et leur permettre de le mesurer facilement. Et à partir du moment où on aura prouvé que et on commence à le prouver déjà aujourd'hui quand on interroge nos clients, peut-être que durant vos due deals, vous avez également touché du doigt certains bénéfices, mais sur des mécaniques CRM, la seconde main peut vraiment aider les marques à réduire leurs coûts d'acquisition, à atteindre une nouvelle cible. Et donc à partir du moment où elles comprennent ça, naturellement, des fenêtres de communication s'ouvrent. Et nous, aujourd'hui, chez nos clients, on a des engagements de nos plus gros clients de communiquer régulièrement sur la seconde main à travers des newsletters une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines aujourd'hui, des posts sur les réseaux sociaux. Et donc effectivement, par rapport... Vous n'êtes pas censuré, vous êtes un peu le relais, vous pouvez relayer l'info, vous, à travers Foam. Alors nous, on a choisi aujourd'hui on le fait sur la partie B2B, mais on a choisi plutôt à l'heure actuelle de ne pas le faire sur la partie B2C parce qu'on se concentre déjà sur un sujet, même si on ne ferme pas la porte demain complètement au B2C. Mais je ne sais plus du coup exactement. Mais en soi, les marques le font. Hein. Mais toujours, et puis c'est un parti pris. Et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors pendant la vidéo, donc les gens l'ont pas pendant le podcast, mais on a enregistré une vidéo en même temps que le podcast. C'est que tu as 40 vêtements par personne qui sont produits chaque année. Et en soi, le marché est énorme. Et aujourd'hui, il est entre guillemets que pris par des Vinted et vestiaires, mais la grosse partie du marché qui est inexploitée, qui est dans nos placards, elle va bien atterrir quelque part un jour. Mais je crois que c'était Maximilian Biltner, le CEO de Vestiaire Collectif, qui avait partagé le chiffre de 1,7 trillion de vêtements qui dorment dans les placards aujourd'hui. Ce qui paraît dingue, c'est même pas prospectif. Hein. Non, mais c'est sûr. Et en fait, c'est surtout qu'il faut que les marques elles capitalisent là-dessus et qu'elles se disent aujourd'hui, au lieu de ne vendre qu'une seule fois mon produit, je vais le vendre 4, 5, 6, 7 fois et je vais pouvoir marger, alors moins que sur mon business du neuf, mais accumuler, à la fin, ça représentera un business model très rentable. Et aujourd'hui, effectivement, nous, quand nos clients se lancent, ils vont d'abord, sur les 6 premiers mois, tester qu'on n'est pas en train de créer une usine à gaz avec des risques financiers élevés. Et quand ils comprennent ça, derrière, ils mettent en place des vraies stratégies de communication qui sont en plus parfaitement complémentaires à leur business du neuf et qui portent leurs fruits aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit bien que des marques comme Sandro, The Couples, Isabelle Marant accélèrent sur ce sujet, réfléchissent à potentiellement, pourquoi pas, ouvrir demain des boutiques 100% dédiées à la seconde main, à ouvrir de nouveaux pays. Isabelle Marant, on a ouvert de nouveaux marchés avec l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, bientôt l'Espagne, l'Italie, sans doute à la date à laquelle peut-être que le podcast paraîtra, sera peut-être déjà ouvert. Et puis, et donc elle souhaite tout accélérer sur la portée de l'offre, et donc ça, c'est hyper bon signe. Et donc vous touchez pas du tout et aux fins de série, ou ça c'est côté outlet, c'est côté, je sais pas, vous touchez pas à tout ça. Donc ils ont à la fois les fins de série, tout ce qui est pas vendu, les invendus, il y a le business de la seconde main. En fait, il y a différents types de produits qui sont dans les entrepôts des marques. Il y a effectivement toute la partie des invendus, et donc nous, opérationnellement, on est parfaitement capable de le traiter. Maintenant, il y a déjà des acteurs très performants sur ce sujet.
qui le font très bien. Mais c'est vrai qu'on peut être amené à reprendre les produits de certains de nos clients. En général, ça représente 5, peut-être 10% des produits que l'on a en vente sur le site de nos clients. Mais ça va souvent être des produits soit de second choix, donc qui ont des petits défauts de confection, soit des produits qui ont été présentés en showroom, qui ont été portés lors de shooting photo, des retours e-commerce qui n'ont pas été reconditionnés. Et donc, il y a quand même toujours un sens par rapport à la seconde main, puisque ce sont des produits qui ont déjà eu une vie, dont on ne sait pas quoi faire aujourd'hui, et qu'on remet en circulation de cette manière. En général, ces produits-là, ça vient alimenter une offre de départ pour rendre le service concret pour les clients au moment où on va ouvrir le site. Ouais. Mais ensuite, on a quand même plus de 90% des produits qui sont en provenance des particuliers. Mais dans le cadre de la loi AGEC anti-gaspillage, effectivement, ça peut avoir du sens pour cette typologie de produits de compléter l'offre de seconde main avec ce type de produit. C'est clair, parce que c'est c'est des flux qu'on ne considérait même pas parce qu'ils étaient détruits. Ouais. Exactement, oui. Mais du coup, le 1,8 trillion, 1 trilliard, pardon. Et si on parle de la suite de Foam, quoi, les next steps, vous venez d'effectuer une belle levée, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Qu'est-ce que vous avez des besoins? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous, on est avant tout une entreprise technologique. Donc, on a plusieurs dimensions de produits à développer. Sur toute la partie pricing, on travaille sur un algorithme qui doit permettre de faire évoluer les prix en fonction de l'offre et la demande pour que notre solution soit très performante, que ce soit sur le plan opérationnel mais également financier. On est en train de développer ce qu'on appelle un warehouse management system propre aux spécificités de la seconde main. Donc, quand les produits arrivent dans nos entrepôts, des opérateurs réalisent un certain nombre d'opérations sur ces produits. Donc, nous, on développe un logiciel qui doit permettre d'automatiser, de fluidifier toutes ces opérations, justement pour en faire un modèle le plus efficient possible. Et puis après, il y a toute la logique de distribution, puisque nous, on a commencé par permettre à nos marques de revendre leurs produits sur leurs canaux de distribution en propre, que ce soit sur leur site e-commerce évidemment, mais très prochainement sans doute dans des boutiques dédiées à la seconde main chez nos clients. Mais demain, il faut se dire que aujourd'hui sur le marché du neuf, chaque marque a une stratégie de distribution différente. Certaines vont distribuer qu'en ligne, d'autres majoritairement via leur réseau de boutiques physiques, très souvent aujourd'hui évidemment les deux. Puis d'autres marques vont également utiliser les marketplaces, un réseau wholesale. Et donc, ce qu'on peut penser, c'est que demain, toutes les marques auront une stratégie également différente en fonction de leurs enjeux commerciaux. Et donc, nous, il faut qu'on soit capable de répondre à cet enjeu et d'avoir une solution omnicanal qui permette aux marques de se distribuer sur tout leur réseau de distribution, donc en e-commerce, en physique, en wholesale, via des distributeurs ou sur les marketplaces de seconde main. Puisqu'aujourd'hui, que ce soit les pure players traditionnels comme Zalando, VP, Farfetch par exemple, communiquent de plus en plus sur leur offre de seconde main, mais également des Vinted, Vestiaire Collective ou Le Bon Coin. Et en fait, ces plateformes-là ont des enjeux de capter de l'offre de qualité. Et donc aujourd'hui, on a des doubles coûts d'acquisition sur capter de l'offre et revendre leurs produits. Et donc nous, potentiellement, on pourrait leur amener un stock de qualité. Et certains de nos clients qui voudraient accélérer la rotation de leur stock, on pourrait envoyer ce flux-là sur leur plateforme pour accélérer la rotation du stock et profiter de leur communauté. Donc derrière, il y a vraiment tout un écosystème de distribution qui va se créer. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on croit. Et c'est dans ce sens-là qu'on développe notre produit. Et magnifique, ça c'est clair. Il y a quand même un truc qui... Non, mais j'adore Foam. Mais des fois, je me dis, nos petits... Tout ce qu'on voit, où on a l'impression que c'est à l'échelle mondiale, et puis quand tu sors un peu de Paris et de l'écosystème, les gens achètent beaucoup. Enfin, la seconde main, quand tu vois Shein, ces sites qui cartonnent, je me demande juste, il y a un gros travail de sensibilisation des consommateurs, non? Parce que, alors la nouvelle génération va apparemment de plus en plus acheter de la seconde main, et il y en a plein qui écoutent sûrement et qui n'achètent que ça.
Mais est-ce que c'est vraiment la grande partie de la population? Parce que quand tu sors un peu de Paris et en fait, quand tu dis seconde main, quoi? En fait, les gens, ils veulent un truc neuf, quoi. Et ils pensent pas à l'écologie, ils pensent pas à l'environnement, ils pensent pas au monde, au climat, à la fast fashion. Indirectement, j'ai même l'impression que t'es pitché faux. En fait, t'amènes des gens qui veulent acheter du neuf, acheter de la seconde main, parce qu'en fait, ils arrivent sur le site de la marque et ils disent ah bah tiens, en plus ces produits-là, c'est des anciens que je peux plus avoir, ou alors ils sont tout simplement moins chers parfois aussi, ce qui est un critère, et ça permet à des marques d'attirer des gens qui n'auraient probablement pas acheté chez eux sinon, et à des gens qui voulaient acheter du neuf d'une certaine marque, d'en acheter parce que le produit est sur l'offre de seconde main. Mais ils vont pas aller sur Vinted ou machin, parce que ils sont habitués au neuf, quoi. Non, vous pensez pas que c'est énorme le travail de sensibilisation sur ces sujets? C'est sûr qu'on n'y arrivera pas tout seul, et je pense que dans ce grand mouvement d'un modèle de vie qui doit être plus durable, tout le monde a son rôle à jouer, et donc les gouvernements doivent prendre des décisions qui, pour les business qui sont les moins vertueux, les gouvernements doivent mettre des bâtons dans les roues de ces business-là pour flécher derrière ces business-là vers plus de durabilité. Et donc ces business-là qui aujourd'hui sont sans doute pas du tout, moins vertueux en tout cas, vont aussi devoir se réinventer pour s'adapter à ces enjeux-là. Le client final et le consommateur, il y a une prise de conscience chez lui qui va également le détourner progressivement de ses achats. Et puis il y a les entreprises, évidemment, qui sont constituées de collaborateurs, qui sont également des clients, qui ont des prises de conscience et donc qui agissent également. Et donc tout le monde doit agir. Nous, on doit aller beaucoup plus loin, je pense, également dans la durabilité de ce qu'on fait. C'est pour ça que très prochainement, on va démarrer un bilan carbone de notre activité pour savoir précisément de quoi on parle et voir là où il faut qu'on s'améliore, où il faut qu'on progresse. Typiquement aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de champs des possibles à explorer en termes de contrepartie qu'on peut offrir en client final qui revend son produit. Donc évidemment, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit le ton médiatique qui se propage, il y a vraiment des décisions fortes qui vont être prises et qui vont amener les entreprises à être obligées à se transformer de manière radicale, en fait. Oui. Et Chab, tu veux pas... Qu'est-ce qu'elle va me dire, celle-là? Tu veux nous parler de ici, qu'est-ce qui vous a convaincu chez FOM? Je pense qu'Aymeric, il a dit beaucoup de choses. C'est déjà les 30 premières minutes. Non. T'es pas convaincu. Hein. Non, mais... Si, mais vous, votre rencontre, c'est toujours sympa de savoir un peu comment c'est passé. C'est vrai. Alors, nous, on a l'envers du beaucoup décor. échangé aussi avec Lucas, aussi au départ, qui est un de tes cofondateurs. Et... Bon, déjà, c'est le thème match complètement notre thèse. Et genre, au-delà de ça, je pense que c'est surtout aussi une histoire de rencontre. Et nous, on a trouvé que cette équipe était la meilleure équipe du marché, qu'il y avait un marché, que l'équipe avait des valeurs, que vous avez exécuté super bien jusque-là. On peut pas donner les chiffres, mais ils sont franchement bien. Et après, en fait, c'est assez marrant... Et on est assez content aussi d'avoir fait FOM à la fin, parce qu'on s'est vu, je pense... on avait calculé le nombre de meetings, mais je crois que c'était proche de 10. Quoi. Ouais. Donc voilà, on avait pris le temps de se connaître et d'échanger, et de creuser, se faire une quoi. conviction. Ouais. Et on est assez satisfait. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais... mais merci Nénad, du coup. Merci. Tout ça pour dire merci Nénad. Je pense qu'on a atteint. Voilà. En fait, tu vois, tu as parlé de plein de trucs. En fait, tu as répondu à plein de questions. On essaie de retrouver le fil. On a parlé des next steps un peu. Et vous êtes un des rares exemples en plus d'une équipe où il y a 4 cofondateurs où ça marche super bien et où les 4 cofondateurs sont arrivés au fur et à mesure, quoi. C'est assez marrant. Ouais. Moi, quand même une femme. Bah oui, c'est vrai. La vie, elle vient mettre l'ambiance, elle va casser l'ambiance. Mais non, mais bien sûr que vous savez. Je sais que vous savez. Nous, on est montrés du doigt aussi parce qu'on a 4 partenaires hommes. Donc, on sait aussi. Mais bon.
vaste sujet. On va faire des efforts. Et tout le monde fait des efforts. Et c'est comme la fast fashion, c'est comme l'économie circulaire. Il faut que ça va aller mais mieux. surtout qu'on en a besoin. T'inquiète, ils le savent, les femmes. Non, mais bien sûr. Donc j'imagine que aussi tous ces sujets, ça vous. Non, mais en tout cas, aujourd'hui, on sait qu'on a plein de sujets sur lesquels on doit progresser. Aujourd'hui, la durabilité, la diversité, l'inclusivité, c'est des sujets hyper complexes à aborder. Nous, c'est pas forcément des sujets sur lesquels aujourd'hui on communique beaucoup parce que on veut d'abord faire avant de parler. Et donc, c'est notamment via cette levée de fonds, et comme tu le disais, c'est aussi dans votre thèse d'investissement, on a l'envie à terme de pouvoir être exemplaire sur ce qu'on fait. Et ça fait clairement partie des chantiers qui vont structurer notre master plan de l'année prochaine. Et vous êtes combien là ? On est une petite trentaine. Ok. En fait, on a eu pas mal d'arrivées là, dans les dernières semaines. Ouais. Et donc, maintenant, il faut pouvoir bien intégrer ces nouvelles personnes, que chacun trouve sa place dans l'entreprise, qu'on puisse également bien comprendre tout ce qu'on peut faire avec toutes ces personnes. Et puis déjà, avec tout ça, ça devrait nous permettre de croître, en tout cas de faire croître significativement le business, d'aller chercher de très belles nouvelles marques en France, mais également beaucoup à l'international, puisqu'on a tout de suite pris la posture d'une entreprise qui avait envie de se tourner vers l'international. Et donc, on met énormément d'ambition pour se développer, en tout cas dans un premier temps, très rapidement dans toute l'Europe dès l'année prochaine. Et on ne peut pas avoir un peu un teasing sur les nouvelles marques qui arrivent Si. Oui. Si, t'as le droit. Les nouvelles marques. Et si remarque, je ne sais pas quand on va diffuser cet épisode, mais elles seront peut-être pas de nouvelles à mon avis quand. Non, mais il y a des jolies marques belges qui sont en train d'arriver. Et puis il y a des discussions évidemment qui sont pas encore finalisées, mais qui avancent très bien. Du coup, pour le coup, je vais pas forcément les citer parce que je suis un peu superstitieux, donc tant que les choses sont pas faites, je les cite pas trop. Mais non, ça arrive, des choses bonnes nouvelles. Sont très prometteuses. Ok, bon top, on va suivre ça de près forcément. Avant de finir avec nos dernières questions, je crois que c'était tout. Attends. Je les ai pas, moi, les questions. Ah bon ? On a le même papier, question de la fin, après la question de... En fait, j'ai pas le... on pourra enlever ça. Eh bien, viens, on se les partage alors. Parce que j'en ai qu'un papier, moi. Je commence par la première. Alors, Aymeric, ta plus mauvaise expérience en seconde main ? Malheureusement, c'était un cadeau de ma sœur qui m'avait acheté un très beau caban Sandro que j'allais être ravi de recevoir, que j'étais ravi d'ouvrir et d'essayer jusqu'au moment où j'ai glissé mon bras dans la manche gauche ou droite, je sais plus, que je me suis rendu compte que la doublure intérieure était complètement déchirée. D'où l'exemple que tu as donné tout à l'heure, en fait, ça t'est arrivé. Ça m'est complètement arrivé, voilà. Ah merde, donc tu l'as renvoyé direct, ok. Non, sur Vinted, c'est oui. En tout cas, j'ai pas beaucoup réessayé, mais c'était un petit peu compliqué, donc je suis allé faire reprendre la doublure chez le retoucheur d'à côté. J'ai triché sur les questions. Quel est ton dernier texto ? Est-ce que tu pourrais nous le lire ? Vous lire mon dernier texto ? Enfin, texto, c'est un peu... Plus personne n'envoie texto. Si, ton dernier WhatsApp ? J'envoie beaucoup de textos. Mais je crois que c'était un texto de mon père, tout simplement, qui me demande de mettre un message sur mon groupe familial. Une information un petit peu privée que voilà. D'accord. Sur Familéo, vous n'avez pas Familéo ? J'ai offert Familéo un moment à mon père, qui s'est presque un peu vexé au début parce que c'est censé être réservé aux grands-parents. Mais comme mon père a une passion pour réaliser des albums photos, on lui a offert. Et le bouquin que tu as lu cet été ? Le bouquin que j'ai lu cet été, c'était un roman d'espionnage. J'ai une très mauvaise mémoire pour les titres, mais ça se passait pendant la guerre froide, avec des sujets de complot entre les soviétiques et les américains. Mais sinon, je me suis pas mal consacré sur une lecture plus magazine. Et alors ? En fait, je me suis récemment abonné à Harvard Business Review.
Et donc tu les l'as tous articles emmené sont avec toi. extrêmement denses. Ouais. Et donc, on prend vite du retard par rapport au flux de nouveaux magazines que l'on reçoit. Donc, je me suis un peu attelé à la tâche cet été pour rattraper mon retard. Ah, énorme. Voilà. Magnifique. Si tu as un article à nous recommander. Ouais. Ouais, j'en ai pas mal. Alors, un film que tu as vu cet été, on est toujours sur la même. thématique. Ouais. Un film que j'ai vu cet été, j'en ai plus trop qui me vient. Ton dernier film? Ou une série. Ou Non. ou un Si, documentaire. j'ai vu un film moi, qui m'a fait rire. Je sais pas si c'est de très bon niveau, mais je crois que ça s'appelle Mystère à Saint-Tropez, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte. Non, j'ai pas. Le C'est casting est une pas mal. comédie sans prétention, mais qui moi m'a fait sourire. Que j'ai regardé dans les transports, donc voilà, faut plus prendre ça comme peut-être un film de transport Exactement. qu'un chef-d'œuvre. Faut mais, déconnecter. mais Ok. c'était très bien. Non, parce qu'en fait, je t'explique, j'avais envie qu'ils disent Top Gun. Parce que j'ai regardé Top Gun il n'y a pas longtemps. Et je voulais savoir s'il était prêt. Ah, est-ce que tu es prêt à piloter FOM aussi bien que Tom Cruise pilote son F-18? Je vais tout donner pour ça. Et j'espère qu'un jour on fera peut-être un film sur l'histoire de FOM, mais C'est clair. ça on verra. Non. Avec Christian Clavier, Thierry Lhermitte. Non, mais si on peut faire venir Tom Cruise Christian en Clavier égérie. pour me représenter avec plaisir, je me projetterai parfaitement. Bon, bah super. Merci beaucoup, Émeric. Je ne sais pas si tu as d'autres messages à faire passer, toi. Est-ce qu'on n'a pas, je sais pas, dit des choses que toi, tu avais prévu de faire passer? Non, mais écoute, je crois que j'ai eu l'opportunité de partager quelques bons messages. Donc, bon, n'hésitez bon pas. pour Donc, moi. si vous avez aimé FOM, si vous avez des questions, si vous avez envie de bosser pour FOM, n'hésitez pas à contacter Émeric, à contacter Chabir. Si vous voulez en parler à des potes et faire découvrir à des potes, si vous voulez faire découvrir FOM à des potes, n'hésitez pas aussi à... Putain, j'arrive plus à parler. Alors, C'est la fin de la journée. On a un formulaire de traque sur prise le de post. contact Voilà. pour les marques auxquelles je réponds avec Et ouais. beaucoup d'assiduité et de réactivité. Mais Donc, voilà, non, mais n'hésitez pas à nous si vous contacter. connaissez des gens qui gèrent des marques ou qui sont... voilà, n'hésitez pas à leur parler de FOM. C'est important. Il faut qu'ils se lancent. Et tout le monde va se lancer et ça sera fini Chine bientôt. Donc, il n'y aura plus On que du l'espère. FOM. Mais FOM, vous ne le voyez pas, c'est un peu en... Oui, mais si vous voulez commander de la seconde main avec la qualité du neuf, vous pouvez commander sur Aigle, Ami, Balzac, Sandro, The Couples. Il y en a 20. Ouais, Go bien boss. plus. Ouais. Bon, merci beaucoup encore, Émeric, pour ton temps. Hein, Je vous en prie. je sais que c'est précieux pour vous. Merci beaucoup. Merci Chabir pour avoir été un Merci super à toi. co-host, comme d'hab. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Merci. Salut!